Bonjour à toutes et tous et merci de nous retrouver pour ces premiers débats sur les élections législatives que vous proposent France 3 et France Bleu. Bonjour Clément Comte. Bonjour Nicole. Alors vous êtes journaliste à France Bleu et vous allez animer ce débat avec moi. Les élections législatives ont lieu les 12 et 19 juin et vont renouveler les 577 députés de l'Assemblée nationale, dont 13 en Champagne-Ardenne. C'est important. Les députés font la loi et contrôlent le gouvernement. Ce soir, nous vous proposons 2 circonscriptions. La première circonscription des Ardennes, puis la troisième de l'Aube. Le débat sera animé par Leïla Sali. Alors pour cette première circonscription des Ardennes, 4 invités en plateau avec nous. Guillaume Maréchal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat Les Républicains, les Centristes, conseiller régional, vice-président d'Ardennes Métropole, également conseiller municipal à Charleville-Mézières. Effectivement. Lionel Vuibert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat Agir du groupe Renaissance, du groupe Ensemble, la majorité présidentielle. Tout à fait. Vous êtes maire de Faisceau et conseiller départemental. On essaiera de ne pas trop se mélanger. On en reparlera évidemment. Julien Duruisseau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat Europe Écologie Les Verts. Vous représentez, vous, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, NUP ou NUPES. Et enfin, avec nous sur le plateau, Sébastien Laurent, bonsoir. Bonsoir. Candidat Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, également maire de Seury. Alors merci à tous d'être avec nous ce soir. Vous représentez les partis les plus représentatifs au vu des résultats du premier tour de l'élection présidentielle. À noter l'absence de Laurent Richard du Rassemblement national. Nous l'avions invité à ce débat, mais il n'a pas pu se libérer. Et puis pour être tout à fait complet, il y a 2 autres candidats sur cette circonscription avec vous. Nadia Octave de Lutte ouvrière et Patrick Calmès des Patriotes. On rappelle que les candidats ont jusqu'au 20 mai pour déposer leur candidature en préfecture. Alors, sur cette première circonscription des Ardennes, c'est la succession de la députée Les Républicains Bérengère Poletti qui se joue. Après 4 mandats, elle ne se représente pas. Elle avait décidé tout d'abord de soutenir une candidate UDI, Pascale Gaillot, conseillère régionale, mais elle a dû renoncer pour des questions judiciaires. Et c'est Guillaume Maréchal, proche du maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, qui a été investi par les Républicains. Il est soutenu aussi par les centristes. Pour autant, les jeux ne sont pas faits car plusieurs candidats briguent la place, sachant que le Rassemblement national est arrivé en tête lors du premier tour de la présidentielle. Alors, un point sur la circonscription qui nous intéresse ce soir, la première des Ardennes. C'est 102 761 habitants, pour être exact. C'était les chiffres de 2019 selon l'INSEE. C'est la plus grande des 3 circonscriptions du département, avec plusieurs pôles, plusieurs thèmes intéressants qu'on abordera ce soir. L'agriculture, la sous-traitance automobile, les services dans le Rethèlois et puis évidemment la vie universitaire, ça plutôt autour et dans Charleville-Mézières. Et puis tous les thèmes que vous voudrez bien aborder. Premier thème plutôt politique, Lionel Vuibert. Qui représentez-vous? Où vous situez-vous par rapport à la majorité présidentielle? On a compris que vous en faisiez partie. Voilà, tout à fait. Je suis investi ensemble majorité présidentielle et donc si je suis élu, je siégerai au sein du groupe Agir, la droite constructive. Comment est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que vous avez été prévenu? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce groupe ensemble? Écoutez, déjà, voilà, j'ai été sollicité effectivement par un certain nombre de collègues élus pour être candidat. Et bon, j'ai finalement appris dimanche soir à 22h que j'étais retenu, puisqu'il y avait plusieurs prétendants à cette investiture. Donc, depuis, voilà, c'est la course, si je puis dire, pour être prêt en temps et en heure pour ces élections. Ça s'est fait un petit peu, oui, j'allais dire au dernier moment, c'est difficile de se oui, préparer. parce que c'était comme vous l'avez rappelé, c'est une circonscription qui se libère puisque Mme Poletti ne se représentait pas. Donc évidemment, ça crée des appétits automatiquement. Et puis, il y avait, en ce qui concerne la majorité présidentielle, au moins 4, de ma connaissance, au moins 4 candidatures pour cette investiture. Au départ, il était question que la majorité présidentielle investisse une femme. Et puis finalement, c'est ma candidature qui a été retenue, je pense, sur des critères, on va dire, d'implantation plus locale. Et il n'y a plus une seule femme sur le plateau d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Mais Michel Vuibert, il a été député sur cette première circonscription, voilà. C'est votre père? Oui, tout à fait, un petit clin d'œil. Il a été député il y a un peu plus de 25 ans de cette circonscription. Et puis je dirais, l'histoire se répète puisque je serai à mon tour candidat les 12 et 19 juin prochains. Alors Julien Duruisseau,
Donc vous êtes candidat Europe Écologie Les Verts Oui. pour NUPES. Donc il y a un seul candidat à gauche cette fois-ci. Est-ce que ça a été difficile de s'entendre? On a vu au niveau national, mais localement, est-ce que le Parti socialiste, qui n'a aucun candidat, l'a facilement accepté? Alors, il y a effectivement deux échelons. L'échelon national, on ne va pas en parler ce soir. À l'échelon local, les choses se sont faites, d'ailleurs, comme l'a dit M. Vubert, rapidement pour l'Union de la gauche aussi. Mais tout le monde sait, malgré les difficultés, malgré les appétits effectivement qu'il pouvait y avoir pour la circonscription, tout le monde s'est mis aussi dans le sens de cette union. Ça n'arrive pas souvent. On va dire que tous les 25-30 ans, la gauche trouve cette capacité à se réunir. Aujourd'hui, elle l'a fait et il n'y a pas de difficulté entre les partis de cette union sur cette circonscription, ni dans les Ardennes. Mais c'est de l'opportunisme pour ces élections ou est-ce que vous vous retrouvez sur des dossiers? On se retrouve sur des dossiers, sinon on ne serait pas capable de la faire, cette union. On a des ambitions communes, on a des valeurs communes sur la République sociale, laïque, écologique, populaire. Ces termes-là, ce n'est pas des mots creux, il y a des choses derrière pour aller développer dans la soirée. Et donc ces valeurs, elles sont communes à tous ces partis. Il y a peut-être des méthodes différentes pour y arriver, des calendriers différents, mais les valeurs et les objectifs sont partagés. Alors vous faites beaucoup de réunions, on vous a dit de ne pas dire certaines choses, de ne pas défendre certains dossiers, ou alors vous êtes libre? Moi, je suis libre. Bon, on va voir ce soir. Ouais, effectivement, sur Europe Écologie Les Verts, pourquoi dans cette circonscription, au-dessus de vous, on a choisi de mettre cette circonscription, la première des Ardennes, verte, et non pas Parti socialiste, communiste ou autre chose? Alors, comme je dis, ça c'est l'échelon des tractations nationales, des accords qui se sont faits donc, successivement entre LFI, Europe Écologie Les Verts, entre LFI, le PC, puis LFI et le Parti socialiste. Donc moi, je ne suis pas dans les appareils nationaux. J'étais candidat à l'investiture dans le Parti Europe Écologie Les Verts initialement. La circonscription, dans le cadre des accords, est revenue à Europe Écologie Les Verts. Dans le cadre de cette union, j'étais, j'ai envie de dire, encore plus motivé et engagé pour porter ce combat-là. Alors Sébastien Laurent, vous, Reconquête, Reconquête voulait s'unir avec le Rassemblement national, localement. C'est ce qu'on on nous a envoyé des tracts de demande d'union, et puis ça ne s'est pas fait. Pourquoi ? Absolument, je dirais que Reconquête fait partie de la recomposition de la droite, et nous avons vocation à rassembler avec nous l'ensemble des droites et l'ensemble des patriotes. Alors nous avons eu des discussions avec le Rassemblement national, bien entendu, notamment M. Faustier, qui est son représentant dans les Ardennes. Nous avons également eu des discussions avec les patriotes. Nous avons également des discussions avec Debout la France. Et en effet, nous n'avons pas trouvé d'accord. Mais il faut savoir quand même qu'entre militants, on s'entend bien. Il y a aussi des républicains qui sont avec nous. On a même, on va dire, à la tête de Reconquête Ardennes, en numéro 2, nous avons Pauline Berger, qui est également candidate suppléante sur la deuxième circonscription, qui est issue des républicains. Nous ratissons relativement large par rapport à nos convictions. Et nous espérons quand même pouvoir faire quelque chose ensemble, sachant que la base est pour ce rapprochement. Voilà. Guillaume Maréchal, vous souriez, c'est parce que ça vous fait sourire de voir que certains d'entre vous sont cités parce qu'ils sont partis chez Reconquête, justement. Ils sont minoritaires. La droite, il y a une différence entre les Républicains et aujourd'hui les partis d'extrême droite, je pense. Alors là, par contre, excusez-moi, mais je réfute complètement cette extrême droite. Nous ne sommes pas un parti d'extrême droite, nous sommes patriotes. C'est quand même quelque chose qui... Vous parlez d'union des droites, mais classiquement, le Rassemblement national, on le situe plutôt à l'extrême droite, Reconquête... Nous sommes un parti d'union et à aucun moment nous sommes extrémistes. Si toutefois les propos de M. Zemmour ont été dévoyés pendant la campagne présidentielle, ce n'est pas le cas, ce n'est pas un extrémiste. En tout cas, pardon. Ouais, pardon, j'ai demandé, est-ce que vous regrettez finalement cette non-alliance entre le RN et Reconquête? Vous nous dites, vous vous entendez bien, les programmes? Absolument, je regrette parce que nous sommes le seul bloc, que je dirais, avec notamment Debout la France et les Patriotes, à être contre j'allais dire, le camp macroniste, parce que je classe on va dire, ce qui reste des Républicains, c'est pas péjoratif, beaucoup d'admiration et beaucoup d'amis républicains. Il y a les Républicains et puis il y a les autres qui sont essentiellement du côté macroniste, à l'exception de NUPES, qui est encore une voie différente. C'est dommage que le candidat du Rassemblement national n'ait pas pu venir, Laurent Richard. Il nous aurait expliqué
Pourquoi d'abord il n'avait pas voulu ce ralliement, mais surtout, on peut vous poser la question à vous, Reconquête, pourquoi vous vous maintenez, pourquoi vous vous présentez? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de diviser les voix qui s'étaient portées sur le Rassemblement national lors du premier tour, notamment de la présidentielle? Alors pas du tout. Nous n'avons pas l'impression de diviser parce que nous avons toujours été ouverts sur la discussion, ouverts sur un ensemble de sujets et on a beaucoup de choses à faire ensemble. C'est juste que le Rassemblement national, comme ça nous l'a encore été prouvé lors de cette élection présidentielle, ne peut pas gagner. Guillaume Maréchal, alors comment vous situez-vous? Alors, tout d'abord, avant toute chose, je voudrais remercier Bérengère Poletti. Parce que pendant 20 ans, La députée sortante, qui a été Républicains. pendant 20 ans une députée à l'écoute, une députée efficace pour le territoire. Et aujourd'hui, c'est vraiment un honneur d'être soutenue par Bérengère Poletti. Et ça m'engage pour cette circonscription. Alors elle vous accompagne partout lors de votre campagne. Elle m'accompagne partout et c'est vraiment un honneur. Et je suis fier d'être à ses côtés aujourd'hui. Et d'ailleurs, comme vous l'avez expliqué, il y avait une autre candidate qui était envisagée aujourd'hui. Pascal Gaillot ne pouvait plus faire campagne sereinement. Et beaucoup d'élus et surtout beaucoup d'habitants m'ont poussé à y aller, m'ont demandé d'être candidat. Et aujourd'hui, en responsabilité, je suis candidat pour défendre les valeurs de la droite. Et la droite qui n'est pas la droite d'Emmanuel Macron, je le dis. Je suis de droite, j'ai des valeurs de droite sur le travail, la liberté, la sécurité, l'ordre, le respect. Et j'ai des valeurs de droite, mais je reste quand même libre parce que j'ai toujours été libre de pouvoir aller vers d'autres valeurs. Par exemple, lorsque les Républicains ont voté contre et ont été des farouches opposants au mariage pour tous, je l'ai défendu. Et j'ai été toujours libre. Et c'est une différence, je pense, aujourd'hui, avec les candidats d'Emmanuel Macron qui seront enchaînés, qui seront menottés, puisqu'ils vont signer une charte pour pouvoir respecter, entre guillemets, les ordres de l'Élysée. Ça sera une liberté que j'ai d'être de droite. Alors, vous le savez, le député est investi d'un mandat national. Quel est son rôle exactement? Comment voulez-vous le jouer? Quels seront vos positionnements sur des enjeux nationaux, internationaux? Dans quelle commission vous allez aller? Lionel Vibert, vous avez déjà choisi vos commissions? Oui, tout à fait. Moi, je vais plutôt aller dans les commissions qui touchent évidemment au développement économique, puisque de par ma profession, je suis donc depuis 20 ans délégué général de l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Donc j'ai une expertise particulière dans ces domaines-là. Et je crois que c'est le vrai sujet d'ailleurs. J'entendais effectivement le débat de mes concurrents sur qui est de droite, qui n'est pas de droite. Je crois que tout ça intéresse plus beaucoup les électeurs en réalité. Les électeurs, ce qu'ils veulent, c'est effectivement qu'on s'occupe réellement de la circonscription, qu'on s'occupe réellement... Bérengère Poletti s'en est pas occupé? Écoutez, Bérengère Poletti s'en est certainement occupé, mais aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'en passant votre temps à vous bagarrer avec Reconquête pour savoir qui est de droite, qui n'est pas de droite, encore une fois, c'est pas très intéressant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est devant une situation qui reste compliquée, même si la politique du président de la République a largement permis de sortir dans de bonnes conditions d'une période on ne peut plus difficile. Il faut reconnaître que Covid plus la crise internationale avec l'Ukraine, ce sont quand même des conditions particulièrement difficiles. Aujourd'hui, la France, les chiffres le montrent, s'en sort beaucoup mieux que la moyenne, que ce soit en matière d'inflation, que ce soit en matière de croissance, puisque on nous compare souvent à l'Allemagne, on est nettement dans une meilleure position. Et je crois que on le constate en tout cas dans un département comme les Ardennes, où on est encore très industriel, où on est encore très axé aussi sur les productions agricoles. On a de vraies opportunités devant nous, il ne faut pas les manquer aujourd'hui, et il faut être en capacité d'accompagner le développement d'un département qui est idéalement placé aujourd'hui entre deux des zones les plus riches d'Europe, que sont à la fois le Benelux, à la fois la région parisienne. Nous avons un certain nombre d'atouts, des voies de communication extraordinaires, autoroute A34, TGV, nous sommes tout proches d'aéroports internationaux. Et on le voit d'ailleurs, nous avons de plus en plus de population qui revient dans cette circonscription, qui revient dans les Ardennes, tout simplement parce que on y retrouve une qualité de vie. C'est un poumon vert, les Ardennes. Et puis, on a une pression immobilière qui est peut-être moins forte qu'ailleurs. Et je pense qu'il ne faut pas laisser passer cette chance-là et être en capacité d'accompagner ce mouvement nouveau. Et puis être en capacité, surtout, de permettre à nos industriels
je dirais, de prendre les virages qui vont bien. On l'a déjà fait dans les Ardennes. Moi, j'ai contribué très largement à la création de la plateforme Platinum 3D, qui est une plateforme qui nous est enviée de manière nationale et européenne. Avec vos activités, pardon, à l'UIMM. Avec mes activités à l'UIMM. Et effectivement, je crois que c'est en poussant nos entreprises vers l'excellence, vers les nouvelles technologies, qu'on arrivera à aller de l'avant. C'est en aidant nos agriculteurs à mieux valoriser leur production, à mieux gagner leur vie aussi, parce qu'on a un vrai souci avec ça, même si, là aussi, avec les lois Egalim 1 et 2, il y avait eu un certain nombre d'efforts de fait, mais il faut vraiment qu'une partie, je dirais, de la valeur ajoutée retombe sur nos agriculteurs. Je crois que c'est les vrais sujets qui intéressent aujourd'hui les électeurs de la première circonscription des Ardennes. C'est effectivement qu'on soit en capacité d'accompagner toutes ces chances qui sont les nôtres, du fait des équipements qui ont été réalisés, du fait finalement d'un virage. On sent qu'on est à un virage réellement dans le domaine économique et dans le domaine de la souveraineté économique. Julien de Ruisseau, comment vous voyez votre rôle de député? Là, on a un peu débordé sur ce qu'on allait défendre au niveau de la circonscription, mais déjà, dans un premier temps, comment vous voyez votre rôle de député? Voilà, moi je pense que c'est les vrais sujets, encore une fois. Tout à fait, non, on va y revenir. Parler qui est de droite, qui n'est pas de droite. Mais non, mais ça y est, on a changé, là, on est sur le contenu. Je pense que les électeurs n'ont ras le bol de ces histoires d'étiquette politique. Je pense qu'aujourd'hui, pour avancer, il faut rassembler largement. Il faut trouver des voies de passage, des voies de consensus, et être en capacité de travailler ensemble. On va le laisser parler. Sur quoi vous voulez vous appuyer? Merci. Et qu'est-ce que vous voulez défendre, faire remonter au niveau du pouvoir central? Alors, je n'ai pas choisi d'avance dans quelle commission je voudrais siéger, parce qu'on est justement dans le cadre d'une union. Vous l'avez bien compris, chaque parti aura un groupe et une structure appelée intergroupe les rassemblera. Donc il y aura un dialogue à avoir entre les futurs élus sur la répartition dans ces différentes commissions. Sur le rôle du député, les premiers échanges que l'on a sur le terrain, c'est d'abord un rôle d'écoute. D'écoute des habitants, des habitantes du territoire, d'écoute des élus, d'écoute des acteurs qui sont divers et variés, les acteurs associatifs, les acteurs syndicaux. D'abord un rôle d'écoute et ensuite un rôle de lien, de permettre de faire en sorte que du terrain de la circonscription où qu'on se trouve dans cette circonscription jusqu'à l'Assemblée nationale, les lois que nous écrirons, les lois que nous amenderons, les lois sur lesquelles il nous faudra nous positionner, servent à la fois les intérêts de notre projet et servent aussi les intérêts du territoire. Vous avez évoqué tout à l'heure effectivement l'agriculture. Monsieur Vibert vient d'évoquer l'industrie et le fait de vouloir pousser vers l'excellence. Moi, je rajouterais un adjectif ou deux même. C'est de pousser les entreprises, de pousser les agriculteurs vers l'excellence environnementale, vers l'excellence sociale aussi, dans cette circonscription et partout en France. Concrètement, ça pourrait prendre quelle forme? Eh bien, Là, si on se situe, par exemple, dans les Ardennes, plus largement même que sur la première circonscription. Que ce soit sur la première circonscription ou au-delà, on a déjà des agriculteurs, si on parle effectivement de ce sujet-là, qui sont engagés dans des conversions, par exemple, en agriculture biologique, qui sont engagés dans le travail pour développer et mettre en place du circuit court. Le travail, le rôle d'un député, puisque c'est la question que vous posez, à mon sens, c'est d'aider, d'encourager, d'accompagner les personnes qui veulent se lancer dans ces projets ou qui y sont déjà et qui ont besoin peut-être d'une structuration au niveau national ou local qui leur permette de développer ces activités. Guillaume Maréchal, alors vous, le rôle du député, comment vous le voyez? Est-ce que vous voulez continuer le travail déjà commencé par Bérengère Poletti ou est-ce que vous voulez changer, peut-être aller dans d'autres commissions? Qu'est-ce que vous voulez faire? Le travail de député, c'est simple, et je pense que tout le monde pourrait dire la même chose, c'est légiférer, contrôler, évaluer, dans le cadre surtout avec un respect du Parlement, ce qui n'a pas été le cas pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron. Alors, le contexte était quand même très particulier aussi. Oui, mais il n'y a pas eu de respect ni pour le Parlement, ni pour les élus locaux, au final. Et je veux continuer comme Bérengère Poletti, être proche du terrain, être à l'écoute, parce qu'il faut savoir au quotidien ce que la population, les problèmes de la population pour ne pas être déconnecté, pour ne pas être hors sol. Et personnellement, si je devais choisir une commission, ça serait la commission du développement durable. Je suis un écologiste, vous serez peut-être... vous ne pourrez pas être ensemble, cela dit, vous ne pourrez pas être ensemble. Il pourra voter pour moi. Mais je suis un écologiste de droite, à la différence. C'est que je crois au développement durable et non à l'écologie punitive. Aujourd'hui... on peut en parler. Qu'est-ce que vous appelez l'écologie punitive? C'est lorsqu'on essaye de contraindre la population à aller à changer. Aujourd'hui, je pense qu'il faut mieux accompagner. Il vaut mieux accompagner. Ben moi, je pense vraiment que c'est pas... aujourd'hui, les écologistes ont une position où on contraint
on contraint la population. Personnellement, je suis pour le nucléaire. C'est une différence. D'ailleurs, c'est une différence aussi parce qu'on a perdu 10 ans sur le nucléaire avec Emmanuel Macron et François Hollande auparavant. On a eu trop de tergiversion sur le nucléaire. Et aujourd'hui, notre indépendance énergétique, qu'avait voulu le général de Gaulle, elle est remise en cause. Donc il faut réinvestir dans le nucléaire urgemment, c'est une priorité, mais il faut continuer à aider, à accompagner la population. Par exemple, je ne suis pas aussi un ennemi de l'automobile. Aujourd'hui, dans les zones rurales, les habitants ont besoin de leur voiture, mais il faut les accompagner à changer avec des véhicules plus propres, aller avec de l'installation de bornes de recharge pour les voitures électriques qui soient installées plus puissamment dans le territoire. C'est une priorité, c'est vraiment une écologie du développement durable, du progrès humain, parce que nos entreprises aujourd'hui, elles sont de plus en plus moteurs dans le développement durable. Il faut arrêter de pointer toujours les industries, les entrepreneurs qui sont les pollueurs. Les entreprises aussi font des efforts sur le terme du développement durable. Il faut accompagner, il faut inciter et non contraindre. D'autant que vous êtes dans une circonscription où il y a beaucoup de sous-traitance automobile. Comment vous l'envisagez ? Je trouve que M. Maréchal a tendance à exécuter beaucoup de jugements moraux sur les gens qui sont autour de cette table, pas que sur les écologistes. L'écologie punitive. Alors, je n'ai toujours pas compris précisément ce que c'était, parce que nous, notre écologie, l'écologie qu'on porte, c'est une écologie qui protège la santé, par exemple. Sur cette circonscription, on parle là, pour le coup, de sous-traitance automobile. Il y a PSA, il y a plein d'entreprises qui travaillent pour le secteur de l'automobile. Qu'est-ce qu'elles vont devenir ? L'automobile individuelle, je ne suis pas un ennemi de l'automobile. J'ai un véhicule, comme je pense la grande majorité des habitants des Ardennes. Enfin, et je l'utilise pour des déplacements. Les écologistes et la gauche qui souhaitent aujourd'hui interdire les voitures dans les villes. Interdire certaines voitures dans les villes pour la protection de la santé, pas pour punir les gens. Il s'agit de protéger la qualité de l'air, par exemple. Je ne vois pas en quoi c'est punitif que de vouloir protéger la qualité de l'air que l'on respire, que nos enfants respirent. Pour pouvoir acheter des Maintenant, l'automobile individuelle, effectivement, elle est nécessaire dans un territoire comme les Ardennes, comme la première circonscription des Ardennes. Et donc, il faut accompagner sur deux plans. Il y a d'abord accompagner au renouvellement de la flotte automobile, comme on dit, pour aller vers des automobiles plus propres, et trouver des nouveaux moyens de transport qui puissent permettre aux habitants de se déplacer. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai dû prendre en covoiturage de jeunes filles, enfin en covoiturage en stop, de jeunes filles qui allaient d'un village à un autre 15 km à pied, faute d'une offre adéquate. Donc il y a des choses à construire, effectivement, sans aller lancer des anathèmes sur la voiture ou sur le nucléaire. On pourra en parler ultérieurement. Il y a des choses à construire en tenant compte de la réalité du terrain. Je vous l'ai dit, je suis libre tout à l'heure, je suis pragmatique aussi, j'ai des valeurs. La protection de la santé, de ma santé, de la santé de tout le monde autour de la table, de la santé de nos enfants, ça passe par une amélioration de la qualité de l'air, ça passe par une amélioration de ce qu'on mange, ça passe par une amélioration de ce qu'on respire, ça passe par beaucoup de choses, et c'est pas punitif, c'est protecteur. On finit ce tour de table avec vous, Sébastien Laurent, donc du parti Reconquête. Est-ce que l'écologie, ça fait aussi partie de vos priorités si vous êtes élu député ? Alors absolument, l'écologie, bien sûr, fait partie des éléments essentiels à défendre. Aujourd'hui, plus aucun parti ne peut pas avoir au moins des mesures en faveur de l'écologie. Et d'ailleurs, l'écologie, il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs choses à voir. On a des écologistes qui vont être pro-éolien, anti-éolien. Il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Voilà. Pour ma part, d'un point de vue tout ce qui est énergie, tout ce qui est développement, je dirais que évidemment le nucléaire n'est pas propre, mais c'est une énergie qui aujourd'hui est nécessaire. On le voit notamment avec la crise en Ukraine aujourd'hui. C'est bien fait, notamment au niveau du carbone. Les éoliennes ont beaucoup de désavantages et je pense qu'il va falloir s'en séparer, tout au moins éviter de mettre des nouveaux projets en route. Par contre, nous avons aussi de l'innovation dans les Ardennes et nous avons des petites turbines, des micro-turbines. On a des choses comme ça qui se mettent en place. Monsieur Hubert connaît très bien le dossier, parce qu'on est aussi ensemble à la communauté de communes des Crêtes-Pré-Ardennaises. Et je pense qu'avec cette technologie qui est notamment la ardennaise et avec d'autres, on peut réussir à faire des transitions écologiques. Voilà. Alors, et en effet, excusez-moi, au niveau des contraintes, je rejoins Monsieur Maréchal. Il est vrai qu'aujourd'hui, Monsieur Duruisseau. Enfin, non, je rejoins Monsieur Maréchal. Je regrette. Vous disiez qu'il soit d'accord avec vous, mais voilà, non. Il y a quand même quelques différences. Voilà, non, mais par rapport à un ensemble d'éléments. Et notamment sur le fait que tout ce qui peut aujourd'hui être relié d'une façon ou d'une autre à l'écologie n'est pas ni de gauche ni de droite. Vous avez raison.
Et en même temps, on a d'énormes choses à développer. Voilà. Enfin, ce qu'il y a de certain d'un point de vue général, c'est vrai que l'énergie devient la question de l'énergie et de l'indépendance énergétique de la France devient la question centrale du moment. Moi, je suis persuadé que alors, le président de la République a fixé un cap très clair dans le domaine. Si on arrive effectivement à avoir cette indépendance énergétique et de l'énergie à bon marché, ça sera bon pour notre compétitivité économique, ça sera bon pour le pouvoir d'achat effectivement des Français, mais également ça permettra une décarbonation complète, je dirais, ou en tout cas la décarbonation recherchée. On a fixé un objectif à moins 40% en 2030 et moins de 50% en 2050. Si on veut arriver à ces objectifs-là, il va falloir vraiment passer par une mise à plat complète de notre politique énergétique en France. Mais on garde le nucléaire et on développe... on garde évidemment le nucléaire. C'est vrai qu'on a perdu du temps. On développe Alors, il faut trouver effectivement les bons équilibres, parce que c'est vrai que l'éolien dans notre région, c'est quelque chose qui est très fortement développé. Donc on a quelque part aussi un ras-le-bol. Un peu trop peut-être. Donc il faut en mettre aux endroits où ça ne gêne pas et où effectivement ça reste quelque chose d'envisageable pour les populations. Guillaume Maréchal. Oui, alors effectivement sur le nucléaire, je rejoins totalement, il faut investir sur le nucléaire. Et d'ailleurs, on a perdu du temps. Et aujourd'hui, cet hiver, on a réouvert des centrales au charbon parce qu'on n'a pas assez investi sur le nucléaire dans les 10 dernières années. Sur l'éolien, je rejoins totalement. Pas simplement dans les 10 dernières années. Je crois qu'effectivement, il y a eu effectivement une pression très forte du discours écologique sur le nucléaire. Et on a redécouvert malheureusement la crise ukrainienne et la difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui par rapport à la question énergétique et qui grève largement le pouvoir d'achat de nos concitoyens, a remis ce sujet-là devant. Mais effectivement, il faut aller vers une indépendance énergétique et une souveraineté totale dans ce domaine-là. Guillaume Maréchal, oui, sur le nucléaire, je suis en désaccord parce que c'est Emmanuel Macron qui a fermé Fessenheim. Il avait prévu de fermer d'autres centrales nucléaires. Il n'y a eu aucun investissement. Et aujourd'hui, on en a payé le prix cher cet hiver. On a émis plus de CO2 qu'avant avec l'ouverture des centrales au charbon. Et je reviens sur l'éolien. Je suis totalement d'accord. Je suis président du Parc naturel régional des Ardennes. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on a des projets, je mets un avis défavorable pour les éoliennes. Pourquoi ? Tout simplement parce que aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a tout d'abord des espèces protégées dans les Ardennes. Je vais citer l'exemple de la cigogne noire qui est dans le coin de la Thiérache, autour de Signy-le-Petit. C'est une espèce protégée en voie d'extinction qui a très peur. Elle a besoin d'être très prudente lors de la nidification. Et lorsqu'elle va chercher de la nourriture, si elle croise des éoliennes sur sa route, eh bien, tout simplement, elle risque d'être perturbée. Elle ne revient pas. Aujourd'hui, on a des espèces qui sont en voie de disparition et qui, à cause des éoliennes, sont de plus en plus en voie d'extinction. Et il y a un autre problème, c'est la bétonisation des sols. On va dire aujourd'hui à un maire d'une petite commune, non, pas de nouveau pavillon. Et à côté, à 500 mètres, on va mettre des éoliennes dans laquelle on va implanter des éoliennes et on va mettre du béton, des tonnes de béton dans le sol qui va rester. Et donc les terres agricoles, les terres fertiles, elles ne vont plus y être. On va imperméabiliser du sol à cause de cela. Alors Julien Duruisseau, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, je voudrais le d'abord répondre ou non déjà ? Il faudra en sortir. Pour une réponse claire, il faut en sortir. Sur le sujet de l'indépendance avec le nucléaire, je n'ai pas connaissance de mines d'uranium sur le territoire français. C'est quand même la source principale qui vient de l'étranger et pas de pays dont on peut être sûr de la sécurité des contrats d'approvisionnement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur la bétonisation, on nous dit toujours, effectivement, hein, les éoliennes, ça bétonise le sol. C'est vrai qu'une centrale nucléaire, a priori, c'est construit en bois. Il n'y a pas de béton dans une centrale nucléaire. Mais dans une éolienne, par exemple, il y a des provisions pour le démontage. On est encore en train de réfléchir à comment on démonte des centrales nucléaires, à comment on gère les déchets radioactifs. Donc pour moi, il y a un mythe autour du nucléaire qui serait totalement propre, totalement pas gratuit, mais en tout cas moins cher que d'autres énergies. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Sur la sortie du nucléaire, elle doit se faire, de mon point de vue, de manière progressive, accompagnée par deux éléments en parallèle. C'est accroître le potentiel de production d'énergie renouvelable, de toutes les énergies renouvelables, mais par la construction de projets citoyens, c'est-à-dire où on dialogue avec les élus locaux, où on dialogue avec les habitants des territoires concernés, pas des projets qui sont seulement portés par des promoteurs qui repèrent des territoires et des terrains qui les intéressent et offrent de l'argent. Et ça s'arrête là, ce ne sont pas des projets citoyens, ça. Et il faut également travailler sur la réduction de la consommation.
les énergies renouvelables n'ont pas d'intérêt s'il s'agit juste de produire toujours plus d'énergie. Donc Elles on ont va pas d'intérêt régler si ce on consomme problème de moins. l'énergie, mais on voulait avoir votre position à tous. Sur cette circonscription, qu'est-ce qui remonte quand vous faites campagne? Qu'est-ce que vous disent les électeurs et qu'est-ce que vous voudriez porter? C'est quoi le dossier essentiel de cette circonscription selon vous? Hors écologie, évidemment, on en a beaucoup Eh parlé. bien, c'est le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat, c'est la principale remontée que j'ai sur le territoire. C'est directement lié à la question de l'énergie. Voilà, Qui augmente. Voilà, augmente, c'est lié à la voilà. question de l'énergie, mais pas que aussi, parce qu'il faut dire que nos Ardennes, par les passés, ont été des terres industrielles et qu'il faut rendre les Ardennes encore attractives. On a encore des choses à faire dans les Ardennes. Et je reviens aussi, dans le cadre de la communauté de communes, on met en place des projets dans lesquels on développe et on va développer, on met en place on réhabilite des friches industrielles pour que d'autres entreprises puissent venir, puissent produire chez nous. Et ça, c'est quand même quelque chose. Dans nos Ardennes, on a ça. Alors qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça marche? Parce qu'il y a mon action en tant que vice-président Non, de tout la à fait. communauté de communes en Mais charge du mais développement. Il y a des Cela choses dit, qu'on il y a arrive à faire ensemble. Je Voilà, pense moi, je ne encore suis pas assez hostile, vital, mais il y a eu d'autres on est là pour d'autres échecs, les cycles Mercier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Alors, ce qu'il faut faire pour que ça marche, eh bien, il faut valoriser les filières, tout ce qui est de formation, pour qu'on ait les ouvriers qui soient en capacité de pouvoir travailler. Mais il faut rendre les terres attractives en les mettant dans des conditions où une entreprise peut venir et s'installer. Et par exemple, il y a une mesure très forte qui est que on peut créer aussi des zones dans lesquelles les impôts sur les sociétés ne soient pas perçus pendant 5 ans. C'est dans le programme d'Éric Zemmour, par exemple, vous pouvez consulter. On a Et ça, le DER dans les Ardennes, hein, ça existe déjà. Hein. Oui, mais pas partout non Expliquez, plus. Voilà, c'est-à-dire pas partout non plus. Eh ben, écoutez, Voilà. aujourd'hui, on Donc a ça, le bassin d'emploi redynamisé, qui est un c'est une dispositif partie. qui existe depuis de nombreuses années, qui avait d'ailleurs été poussé par le député Warsmann, et qui permet, dans certaines communes, de bénéficier d'exonérations importantes Mais il faudrait d'impôts, de l'étendre. charges sociales, de fiscalité. Il faudrait Mais l'étendre. pour le développement économique, ce qu'il faut faire en tout premier lieu, c'est être en capacité d'offrir des terrains et des bâtiments pour que les entreprises se développent. Nous, Monsieur Laurent l'a rappelé, c'est ce qu'on fait au niveau de la communauté de communes des Crêtes ardennaises. On voit bien que les entreprises cherchent à se relocaliser proche, On va effectivement, écouter, sur ce sujet, je suis des obligée de vous couper. autoroutes. On va écouter un petit peu Guillaume Maréchal parce que Ok. vous êtes vous êtes très en avance sur les autres très candidats bien. au niveau du temps On de va parole. laisser Donc parler Guillaume Guillaume Maréchal, vous Maréchal. avez un peu de temps. Effectivement, il faut travailler collectivement sur l'attractivité des Ardennes. Beaucoup a été fait, mais il faut continuer à travailler collectivement sur ce point. Et je rejoins sur ce besoin de foncier pour les entreprises. Aujourd'hui, on a de nombreuses friches qui sont dans les Ardennes. Il faut investir, il faut accompagner. Aujourd'hui, avec le conseil régional, on investit, on aide les Il y en a assez peu communautés de sur la communes. circonscription des friches. On aide les communautés de communes à pouvoir rénover les friches. Aujourd'hui, l'État il est totalement absent de cette rénovation. Il faut que l'État accompagne plus fortement les territoires dans ce développement économique. Peut-être d'ailleurs en proposant de confier le développement économique aux régions. C'est peut-être une idée. Aujourd'hui, on le voit avec les agences. En partie. C'est en partie, mais peut-être aller encore plus vers une délégation vers le conseil régional. Et je pense qu'il faut travailler collectivement sur cette attractivité du territoire. On a une démographie en baisse. Il faut que les jeunes restent sur le territoire. Il faut qu'on puisse leur permettre de travailler, d'étudier déjà dans les Ardennes. Alors là, il y a le campus Sud-Ardennes, justement, Super- qui s'est Super-Ardennes, développé, ouais, tout à fait. Sud-Ardennes, pardon, qui s'est développé Et- sur la première circonscription. C'est ça, sur la première circonscription, mais c'est pas parce qu'il il est sur la première circonscription, sur Charleville, mais c'est pour toutes les Ardennes. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un dossier que je connais très bien. Boris Ravignon me l'a confié, ce dossier. C'est le dossier du mandat précédent. On a développé le campus Sud-Ardennes, on a développé les formations, on a 1000 étudiants supplémentaires aujourd'hui, plus de 70 formations sur ce campus grâce à ce travail, un travail collectif avec l'université, avec les partenaires. Et aujourd'hui, ils payent. On a d'ailleurs 2 vitrines sur ce campus. On a une école d'ingénieurs, l'ESIN, qui est aujourd'hui spécialisée dans le numérique et les matériaux. On a une école de commerce, l'école de commerce de Troyes, et le Y School. C'est un vrai bonheur et une chance d'avoir une école aussi renommée sur ce territoire. On a tout fait pour la faire venir, et c'était dans une démarche collective avec l'université de Reims, avec la CCI. D'autres ont préféré une démarche personnelle et n'ont pas souhaité accompagner. Ils ont préféré torpiller cette arrivée de Y School. Et d'ailleurs, ça a coûté très cher à la collectivité. Bon, on arrive à la fin de ce débat, messieurs. Un petit tour de table ensemble. Quelle serait la première loi que vous souhaiteriez proposer si vous étiez élu député? On commence par vous, Julien Duruisseau. Merci.
Alors c'est un ensemble de lois, puisque ce qu'on porte, c'est un projet. Mais s'il faut en citer, pour être précis, quelques-unes, c'est d'abord une loi qui augmente le pouvoir d'achat. C'était la question précédente. On a dans cette circonscription 18% environ des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ce qu'on nous dit dans le porte-à-porte ou sur les marchés, c'est on ne vit pas de notre travail. On n'arrive pas à vivre de notre travail, donc il faut augmenter le pouvoir d'achat des personnes qui travaillent. C'est notamment le SMIC à 1 500 €. Par exemple, voilà une première proposition. Lionel Vubert. Écoutez, moi je crois que, tout d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il va falloir une grande loi, effectivement, sur tout ce qui va toucher à l'énergie et à l'indépendance énergétique du pays. Mais aussi un autre sujet, on l'a abordé tout à l'heure, pour se développer, on a besoin de foncier. La loi qui est passée climat et résilience, il y a un élément qui me gêne beaucoup dedans, c'est tout ce qui est la ZAN, la zéro artificialisation nette, qu'on doit atteindre en 2050. Qui est appliqué de manière, je dirais, non différenciée sur le territoire. En fait, l'idée, c'est de dire, demain, on ne prendra plus de terrain pour artificialiser, pour la construction, pour le développement économique. Vous, c'est le contraire que vous souhaitez. C'est pas le contraire. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis dans une communauté de communes où il y a 100 000 hectares. Il y a 3% d'artificialisation, donc c'est très peu. Aujourd'hui, on voit de la population revenir. Aujourd'hui, on voit des entreprises qui veulent se développer. Je pense qu'on peut, c'est une bonne chose, ce zéro artificialisation, mais il faut pouvoir appliquer les choses de manière souple et différenciée selon les territoires. Sébastien Laurent, vous êtes en retard. Vous pouvez proposer deux lois. Alors moi, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs secteurs et il existe des lois dans lesquelles plusieurs secteurs sont reliés. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, notamment pour les plus anciens. Il faut revaloriser immédiatement les retraites. Ça, c'est un point important. Et ensuite, après, au niveau des travailleurs, une mesure concernant les carburants. Donc, remboursement de 50% des carburants, notamment par les entreprises. Et également la suppression de la redevance télé, redevance audiovisuelle, comme le propose aujourd'hui le parti à M. Macron, même s'il y a donc la majorité présidentielle qui nous rejoint. On se retrouve à peu près là. Voilà, et je dirais aussi l'augmentation des zones franches pour les entreprises, mais cette fois qui vont créer beaucoup d'emplois. Et dans nos territoires ardennais, les Ardennaises, les Ardennais ont besoin d'emplois. Et plus on aura d'emplois, plus on aura de cotisations. Merci beaucoup. Guillaume Maréchal, c'est à vous. On écoute Guillaume Maréchal, ses propositions. Redonner une valeur au travail. Je suis de droite, je crois à la valeur travail. Il faut qu'elle paye toujours plus que l'aide sociale. C'est d'ailleurs pour ça que je n'aurais jamais voté, par exemple, le contrat d'engagement jeune ou le RSA jeune qui a été proposé par Emmanuel Macron, et la sécurité. Hier, on a eu un exemple scandaleux dans les Ardennes. Sur l'autoroute, on a brûlé, on a pillé, on a bloqué la population. Et je pense qu'il y a une attente. Et il faut remettre urgemment de l'ordre dans nos territoires, en donnant plus de moyens à nos forces de l'ordre. Et d'ailleurs, je tiens à leur rendre hommage parce que parfois, elles font leur travail dans des conditions difficiles. Merci, c'est la fin de ce débat. Merci à tous d'y avoir participé. Nous avons respecté les temps de parole. Restez avec nous. On retrouve Leïla Sali et ses invités pour traiter de la 3e circonscription de l'Aube. Merci de votre fidélité. Merci Clément. Merci Nicole.